Section 12 de Une vie par Guy de Maupassant. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Jehanne. Chapitre 12. Rosalie, en 8 jours, eut pris le gouvernement absolu des choses et des gens du château. Jeanne, résignée, obéissait passivement. Faible et traînant les jambes comme jadis petite mère, elle sortait au bras de sa servante qui la promenait à pas lents, la sermonnait, la réconfortait avec des paroles brusques et tendres, la traitant comme une enfant malade. Elle causait toujours d'autrefois, Jeanne avec des larmes dans la gorge, Rosalie avec le ton tranquille des paysans impassibles. La vieille bonne revint plusieurs fois sur les questions d'intérêts en souffrance, puis elle exigea qu'on lui livrât les papiers que Jeanne, ignorante de toute affaire, lui cachait par honte pour son fils. Alors, pendant 1 semaine, Rosalie fit chaque jour un voyage à Fécamp, pour se faire expliquer les choses par un notaire qu'elle connaissait. Puis un soir, après avoir mis au lit sa maîtresse, elle s'assit à son chevet, et brusquement, « Maintenant que vous v'là couchée, madame, nous allons causer. » Et elle exposa la situation. Lorsque tout serait réglé, il resterait environ 7 à 8 000 francs de rente, rien de plus. Jeanne répondit, « Que veux-tu, ma fille? Je sens bien que je ne ferai pas de vieux os, j'en aurai toujours assez. » Mais Rosalie se fâcha. « Vous, madame, c'est possible, mais monsieur Paul, vous ne lui laisserez rien alors ?» Jeanne frissonna. « Je t'en prie, ne me parle jamais de lui. Je souffre trop quand j'y pense. » « Je veux vous en parler au contraire, parce que vous n'êtes pas brave, voyez-vous, madame Jeanne. Il fait des bêtises, eh bien il n'en fera pas toujours. Et puis il se mariera, il aura des enfants, il faudra de l'argent pour les élever. Écoutez-moi bien, vous allez vendre les peuples. » Jeanne, d'un sursaut, s'assit dans son lit. « Vendre les peuples? Y penses-tu? Oh, jamais, par exemple. » Mais Rosalie ne se troubla pas. « Je vous dis que vous les vendrez, moi, madame, parce qu'il le faut. » Et elle expliqua ses calculs, ses projets, ses raisonnements. Une fois les peuples et les 2 fermes attenantes vendues à un amateur qu'elle avait trouvé, on garderait 4 fermes situées à Saint-Léonard et qui, dégrevées de toute hypothèque, constitueraient un revenu de 8 300 francs. On mettrait de côté 1 300 francs par an pour les réparations et l'entretien des biens. Il resterait donc 7 000 francs sur lesquels on prendrait 5 000 pour les dépenses de l'année. Et on en réserverait 2 000 pour former une caisse de prévoyance. Elle ajouta, « Tout le reste est mangé, c'est fini. Et puis c'est moi qui garderai la clé, vous entendez? Et quant à monsieur Paul, il n'aura plus rien, mais rien. Il vous prendrait jusqu'au dernier sou. » Jeanne, qui pleurait en silence, murmura, « Mais s'il n'a pas de quoi manger? » « Il viendra manger chez nous, donc, s'il a faim. Il y aura toujours un lit et du fricot pour lui. Croyez-vous qu'il aurait fait toutes ces bêtises-là si vous ne lui aviez pas donné un sou du commencement? Mais il avait des dettes, il aurait été déshonoré. Quand vous n'aurez plus rien, ça l'empêchera-t-il d'en faire? Vous avez payé, c'est bien, mais vous ne paierez plus, c'est moi qui vous le dis. Maintenant, bonsoir, madame. » Et elle s'en alla. Jeanne ne dormit point, bouleversée à la pensée de vendre les peuples, de s'en aller, de quitter cette maison où toute sa vie était attachée. Quand elle vit entrer Rosalie dans sa chambre le lendemain, elle lui dit, « Ma pauvre fille, je ne pourrai jamais me décider à m'éloigner d'ici. » Mais la bonne se fâcha. « Il faut que ça soit comme ça pourtant, madame. Le notaire va venir tantôt avec celui qui a envie du château. Sans ça, dans 4 ans, vous n'auriez plus un radis. » Jeanne restait anéantie, répétant, « Je ne pourrai pas, je ne pourrai jamais. » 1 heure plus tard, le facteur lui remit une lettre de Paul qui demandait encore 10 000 francs. Que faire? Éperdue, elle consulta Rosalie, qui leva les bras. « Qu'est-ce que je vous disais, madame? Ah, vous auriez été propres tous les 2 si je n'étais pas revenue. » Et Jeanne, pliant sous la volonté de sa bonne, répondit au jeune homme. « Mon cher fils, je ne puis plus rien pour toi. Tu m'as ruiné. Je me vois même forcée de vendre les peuples. Mais n'oublie point que j'aurai toujours un abri quand tu voudras te réfugier auprès de ta vieille mère, que tu as bien fait souffrir. Jeanne. » Et lorsque le notaire arriva avec M. Geoffrin, ancien raffineur de sucre,
Elle les reçut elle-même et les invita à tout visiter en détail. Un mois plus tard, elle signait le contrat de vente et achetait en même temps une petite maison bourgeoise sise auprès de Goderville, sur la grande route de Montivilliers, dans le hameau de Batteville. Puis, jusqu'au soir, elle se promena toute seule dans l'allée de Petite-Mère, le cœur déchiré et l'esprit en détresse, adressant à l'horizon, aux arbres, aux bancs vermoulus sous le platane, à toutes ces choses si connues qu'elles semblaient entrer dans ses yeux et dans son âme, au bosquet, au talus devant la lande où elle s'était si souvent assise, d'où elle avait vu courir vers la mer le comte de Fourville, en ce jour terrible de la mort de Julien, à un vieil orme sans tête contre lequel elle s'appuyait souvent, à tout ce jardin familier des adieux désespérés et sanglotants. Rosalie vint la prendre par le bras pour la forcer à rentrer. Un grand paysan de 25 ans attendait devant la porte. Il la salua d'un ton amical, comme s'il la connaissait de longtemps. « Bonjour, madame Jeanne, ça va bien? La mère m'a dit de venir pour le déménagement. Je voudrais savoir ce que vous emporterez, vu que je ferai ça de temps en temps pour ne pas nuire aux travaux de la terre. » C'était le fils de sa bonne, le fils de Julien, le frère de Paul. Il lui sembla que son cœur s'arrêtait. Et pourtant elle aurait voulu embrasser ce garçon. Elle le regardait, cherchant s'il ressemblait à son mari, s'il ressemblait à son fils. Il était rouge, vigoureux, avec les cheveux blonds et les yeux bleus de sa mère. Et pourtant il ressemblait à Julien. En quoi? Par quoi? Elle ne le savait pas trop. Mais il avait quelque chose de lui dans l'ensemble de la physionomie. Le gars reprit: « Si vous pouviez me montrer ça tout de suite, ça m'obligerait. » Mais elle ne savait pas encore ce qu'elle se déciderait à enlever, sa nouvelle maison étant fort petite, et elle le pria de revenir au bout de la semaine. Alors son déménagement la préoccupa, apportant une distraction triste dans sa vie morne et sans attente. Elle allait de pièce en pièce, cherchant les meubles qui lui rappelaient des événements, ces meubles amis qui font partie de notre vie, presque de notre être, connus depuis la jeunesse, et auxquels sont attachés des souvenirs de joies ou de tristesses, des dates de notre histoire, qui ont été les compagnons muets de nos heures douces ou sombres, qui ont vieilli, qui se sont usés à côté de nous, dont l'étoffe est crevée par places et la doublure déchirée, dont les articulations branlent, dont la couleur s'est effacée. Elle les choisissait un à un, hésitant souvent, troublée comme avant de prendre des déterminations capitales, revenant à tout instant sur sa décision, balançant les mérites de 2 fauteuils ou de quelques vieux secrétaires comparés à une ancienne table à ouvrage. Elle ouvrait les tiroirs, cherchait à se rappeler des faits, puis, quand elle s'était bien dit « Oui, je prendrai ceci », on descendait l'objet dans la salle à manger. Elle voulut garder tout le mobilier de sa chambre, son lit, ses tapisseries, sa pendule, tout. Elle prit quelques sièges du salon, ceux dont elle avait aimé les dessins dès sa petite enfance, le renard et la cigogne, le renard et le corbeau, la cigale et la fourmi, et le héron mélancolique. Puis, en rôdant par tous les coins de cette demeure qu'elle allait abandonner, elle monta un jour dans le grenier. Elle demeura saisie d'étonnement. C'était un fouillis d'objets de toute nature, les uns brisés, les autres salis seulement, les autres montés là on ne sait pourquoi, parce qu'ils ne plaisaient plus, parce qu'ils avaient été remplacés. Elle apercevait 1000 bibelots connus jadis, et disparus tout à coup sans qu'elle y eût songé, des riens qu'elle avait maniés, ces vieux petits objets insignifiants qui avaient traîné 15 ans à côté d'elle, qu'elle avait vus chaque jour sans les remarquer, et qui, tout à coup, retrouvés là, dans ce grenier, à côté d'autres plus anciens dont elle se rappelait parfaitement les places au premier temps de son arrivée, prenaient une importance soudaine de témoins oubliés, d'amis retrouvés. Il lui faisait l'effet de ces gens qu'on a fréquentés longtemps, sans qu'ils se soient jamais révélés, et qui soudain, un soir, à propos de rien, se mettent à bavarder sans fin,
à raconter toute leur âme qu'on ne soupçonnait pas. Elle allait de l'un à l'autre avec des secousses au cœur, se disant « Tiens, c'est moi qui ai fêlé cette tasse de Chine, un soir, quelques jours avant mon mariage. Ah, voici la petite lanterne de mer, et la canne que petit père a cassée en voulant ouvrir la barrière dont le bois était gonflé par la pluie. » Il y avait aussi là-dedans beaucoup de choses qu'elle ne connaissait pas, qui ne lui rappelaient rien, venues de ses grands-parents ou de ses arrière-grands-parents, de ces choses poudreuses qui ont l'air exilées dans un temps qui n'est plus le leur, et qui semblent tristes de leur abandon, dont personne ne sait l'histoire, les aventures, personne n'ayant vu ceux qui les ont choisis, achetés, possédés, aimés, personne n'ayant connu les mains qui les maniaient familièrement et les yeux qui les regardaient avec plaisir. Jeanne les touchait, les retournait, marquant ses doigts dans la poussière accumulée, et elle demeurait là au milieu de ses vieilleries, sous le jour terne qui tombait par quelques petits carreaux de verre encastrés dans la toiture. Elle examinait minutieusement des chaises à 3 pieds, cherchant si elles ne lui rappelaient rien, une bassinoire en cuivre, une chaufferette défoncée qu'elle croyait reconnaître, et un tas d'ustensiles de ménage hors de service. Puis elle fit un lot de ce qu'elle voulait emporter, et, redescendant, elle envoya Rosalie le chercher. La bonne, indignée, refusait de descendre ces saletés, mais Jeanne, qui n'avait cependant plus aucune volonté, tint bon cette fois, et il fallut obéir. Un matin, le jeune fermier, fils de Julien, Denis Lecoq, s'en vint avec sa charrette pour faire un premier voyage. Rosalie l'accompagna afin de veiller au déchargement et de déposer les meubles aux places qu'ils devaient occuper. Restée seule, Jeanne se mit à errer par les chambres du château, saisie d'une crise affreuse de désespoir, embrassant, en des élans d'amour exalté, tout ce qu'elle ne pouvait prendre avec elle, les grands oiseaux blancs des tapisseries du salon, des vieux flambeaux, tout ce qu'elle rencontrait. Elle allait d'une pièce à l'autre, affolée, les yeux ruisselants de larmes, puis elle sortit pour dire adieu à la mer. C'était vers la fin de septembre. Un ciel bas et gris semblait peser sur le monde. Les flots tristes et jaunâtres s'étendaient à perte de vue. Elle resta longtemps debout sur la falaise, roulant en sa tête des pensées torturantes. Puis, comme la nuit tombait, elle rentra, ayant souffert en ce jour autant qu'en ses plus grands chagrins. Rosalie était revenue et l'attendait, enchantée de la nouvelle maison, la déclarant bien plus gaie que ce grand coffre de bâtiment qui n'était seulement pas au bord d'une route. Jeanne pleura toute la soirée. Depuis qu'ils savaient le château vendu, les fermiers n'avaient pour elle que bien juste les égards qu'ils lui devaient, l'appelant entre eux la folle, sans trop savoir pourquoi, sans doute parce qu'ils devinaient, avec leur instinct de brute, sa sentimentalité maladive et grandissante, ses rêvasseries exaltées, tout le désordre de sa pauvre âme secouée par le malheur. La veille de son départ, elle entra, par hasard, dans l'écurie. Un grognement la fit tressaillir. C'était Massacre, auquel elle n'avait plus songé depuis des mois. Aveugle et paralytique, parvenu à un âge que ces animaux n'atteignent guère, il vivait encore sur un lit de paille, soigné par Lucienne qui ne l'oubliait pas. Elle le prit dans ses bras, l'embrassa et l'emporta dans la maison. Gros comme une tonne, il se traînait à peine sur ses pattes écartées et raides, et il aboyait à la façon des chiens de bois qu'on donne aux enfants. Le dernier jour enfin se leva, Jeanne avait couché dans l'ancienne chambre de Julien, la sienne étant démeublée. Elle sortit de son lit, exténuée et haletante, comme si elle eût fait une grande course. La voiture contenant les malles et le reste du mobilier était déjà chargée dans la cour. Une autre carriole à 2 roues était attelée derrière, qui devait emporter la maîtresse et la bonne. Le père Simon et Ludivine resteraient seuls jusqu'à l'arrivée du nouveau propriétaire.
puis ils se retireraient chez des parents, Jeanne leur ayant constitué une petite rente. Ils avaient des économies d'ailleurs. C'étaient maintenant de très vieux serviteurs, inutiles et bavards. Marius, ayant pris femme, avait depuis longtemps quitté la maison. Vers 8 heures, la pluie se mit à tomber, une pluie fine et glacée, que chassait une légère brise de mer. Il fallut tendre des couvertures sur la charrette. Les feuilles s'envolaient déjà des arbres. Sur la table de la cuisine, des tasses de café au lait fumaient. Jeanne s'assit devant la sienne et la but à petites gorgées. Puis, se levant, « Allons, dit-elle. » Elle mit son chapeau, son châle, et, pendant que Rosalie la chaussait de caoutchouc, elle prononça, la gorge serrée: « Te rappelles-tu, ma fille, comme il pleuvait quand nous sommes partis de Rouen pour venir ici ?» Elle eut une sorte de spasme, porta ses 2 mains sur sa poitrine et s'abattit sur le dos, sans connaissance. Pendant plus d'1 heure, elle demeura comme morte. Puis elle rouvrit les yeux, et des convulsions la saisirent, accompagnées d'un débordement de larmes. Quand elle se fut un peu calmée, elle se sentit si faible qu'elle ne pouvait plus se lever. Mais Rosalie, qui redoutait d'autres crises si on retardait le départ, alla chercher son fils. Ils la prirent, l'enlevèrent, l'emportèrent, la déposèrent dans la carriole, sur le banc de bois garni de cuir ciré. Et la vieille bonne, montée à côté de Jeanne, enveloppa ses jambes, lui couvrit les épaules d'un gros manteau, puis, tenant ouvert un parapluie au-dessus de sa tête, elle s'écria: « Vite, Denis, allons-nous-en !» Le jeune homme grimpa près de sa mère et, s'asseyant sur une seule cuisse faute de place, il lança au grand trot son cheval, dont l'allure saccadée faisait sauter les 2 femmes. Quand on tourna au coin du village, on aperçut quelqu'un marchant de long en large sur la route. C'était l'abbé Tolbiac, qui semblait guetter ce départ. Il s'arrêta pour laisser passer la voiture. Il tenait d'une main sa soutane relevée par crainte de l'eau du chemin, et ses jambes maigres, vêtues de bas noirs, finissaient en d'énormes souliers fangeux. Jeanne baissa les yeux pour ne pas rencontrer son regard, et Rosalie, qui n'ignorait rien, devint furieuse. Elle murmurait: « Manant, Manant !» Puis, saisissant la main de son fils, « Fiche-y donc un coup de fouet !» Mais le jeune homme, au moment où il passait contre le prêtre, fit tomber brusquement dans l'ornière la roue de sa guimbarde, lancée à toute vitesse, et un flot de boue, jaillissant, couvrit l'ecclésiastique des pieds à la tête. Et Rosalie, radieuse, se retourna pour lui montrer le poing, pendant que le prêtre s'essuyait avec son grand mouchoir. Ils allaient depuis 5 minutes quand Jeanne soudain s'écria: « Massacre que nous avons oublié !» Il fallut s'arrêter, et Denis, descendant, courut chercher le chien, tandis que Rosalie tenait les guides. Le jeune homme enfin reparut, portant en ses bras la grosse bête informe et pelée, qu'il déposa entre les jupes des 2 femmes. Fin de la section 12. Section 13 de Une vie par Guy de Maupassant. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Jehanne. Chapitre 13. La voiture s'arrêta 2 heures plus tard devant une petite maison de briques, bâtie au milieu d'un verger planté de poiriers en quenouille, sur le bord de la grand'route. 4 tonnelles en treillage, habillées de chèvrefeuilles et de clématites, formaient les 4 coins de ce jardin, disposés par petits carrés à légumes que séparaient d'étroits chemins bordés d'arbres fruitiers. Une haie vive, très élevée, entourait de partout cette propriété qu'un champ séparait de la ferme voisine. Une forge la précédait de 100 pas sur la route. Les autres habitations les plus proches se trouvaient distantes d'1 kilomètre. La vue alentour s'étendait sur la plaine du pays de Caux, toute parsemée de fermes qu'enveloppaient les 4 doubles lignes de grands arbres enfermant la cour à pommiers. Jeanne, aussitôt arrivée, voulait se reposer, mais Rosalie ne le lui permit pas, craignant qu'elle ne se remît à rêvasser.
Le menuisier de Goderville était là, venu pour l'installation. Et on commença tout de suite l'emménagement des meubles apportés déjà, en attendant la dernière voiture. Ce fut un travail considérable, exigeant de longues réflexions et de grands raisonnements. Puis la charrette, au bout d'une heure, apparut à la barrière, et il fallut la décharger sous la pluie. La maison, quand le soir tomba, était dans un complet désordre, plein d'objets empilés au hasard, et Jeanne, harassée, s'endormit aussitôt qu'elle fut au lit. Les jours suivants, elle n'eut pas le temps de s'attendrir, tant elle se trouva accablée de besogne. Elle prit même un certain plaisir à faire jolie sa nouvelle demeure, la pensée que son fils y reviendrait la poursuivant sans cesse. Les tapisseries de son ancienne chambre furent tendues dans la salle à manger qui servait en même temps de salon, et elle organisa avec un soin particulier une des deux pièces du premier qui prit en sa pensée le nom d'appartement de poulet. Elle se réserva la seconde, Rosalie habitant au-dessus, à côté du grenier. La petite maison, arrangée avec soin, était gentille, et Jeanne s'y plut dans les premiers temps, bien que quelque chose lui manquât dont elle ne se rendait pas bien compte. Un matin, le clerc de notaire de Fécamp lui apporta 3600 francs, prix des meubles laissés au peuple et estimés par un tapissier. Elle ressentit, en recevant cet argent, un frémissement de plaisir, et, dès que l'homme fut parti, elle s'empressa de mettre son chapeau, voulant gagner Goderville au plus vite pour faire tenir à Paul cette somme inespérée. Mais, comme elle se hâtait sur la grand'route, elle rencontra Rosalie qui revenait du marché. La bonne eut un soupçon sans deviner tout de suite la vérité, puis, quand elle l'eut découverte, car Jeanne ne lui savait plus rien cacher, elle posa son panier par terre pour se fâcher tout à son aise. Et elle cria, les poings sur les hanches. Puis elle prit sa maîtresse du bras droit, son panier du bras gauche, et, toujours furieuse, elle se remit en marche vers la maison. Dès qu'elle fut rentrée, la bonne exigea la remise de l'argent. Jeanne le donna en gardant les 600 francs. Mais sa ruse fut vite percée par la servante mise en défiance, et elle dut livrer le tout. Rosalie consentit cependant à ce que ce reliquat fût envoyé au jeune homme. Il remercia au bout de quelques jours. « Tu m'as rendu un grand service, ma chère maman, car nous étions dans une profonde misère. » Jeanne, cependant, ne s'accoutumait guère à Batteville. Il lui semblait sans cesse qu'elle ne respirait plus comme autrefois, qu'elle était plus seule encore, plus abandonnée, plus perdue. Elle sortait pour faire un tour, gagnait le hameau de Verneuil, revenait par les Trois-Mares, puis, une fois rentrée, se relevait, prise d'une envie de ressortir, comme si elle eût oublié d'aller là justement où elle devait se rendre, où elle avait envie de se promener. Et cela tous les jours recommençait sans qu'elle comprît la raison de cet étrange besoin. Mais, un soir, une phrase lui vint inconsciemment qui lui révéla le secret de ses inquiétudes. Elle dit, en s'asseyant pour dîner, « Oh, comme j'ai envie de voir la mer !» Ce qui lui manquait si fort, c'était la mer, sa grande voisine depuis 25 ans. La mer avec son air salé, ses colères, sa voix grondeuse, ses souffles puissants. La mer que, chaque matin, elle voyait de sa fenêtre des peuples, qu'elle respirait jour et nuit, qu'elle sentait près d'elle, qu'elle s'était mise à aimer comme une personne sans s'en douter. Massacre vivait également dans une extrême agitation. Il s'était installé, dès le soir de son arrivée, dans le bas du buffet de la cuisine, sans qu'il fût possible de l'en déloger. Il restait là tout le jour, presque immobile, se retournant seulement de temps en temps avec un grognement sourd. Mais, aussitôt que venait la nuit, il se levait et se traînait vers la porte du jardin, en heurtant les murs. Puis, quand il avait passé dehors les quelques minutes qu'il lui fallait, il rentrait, s'asseyait sur son derrière devant le fourneau encore chaud, et, dès que ses deux maîtresses étaient parties se coucher, il se mettait à hurler. Il hurlait ainsi toute la nuit, d'une voix plaintive et lamentable,
s'arrêtant parfois 1 heure pour reprendre sur un ton plus déchirant encore. On l'attacha devant la maison dans un baril. Il hurla sous les fenêtres. Puis, comme il était infirme et bien près de mourir, on le remit à la cuisine. Le sommeil devenait impossible pour Jeanne, qui entendait le vieil animal gémir et gratter sans cesse, cherchant à se reconnaître dans cette maison nouvelle, comprenant bien qu'il n'était plus chez lui. Rien ne le pouvait calmer. Assoupi le long du jour, comme si ses yeux éteints, la conscience de son infirmité, l'eussent empêché de se mouvoir, alors que tous les êtres vivent et s'agitent, il se mettait à rôder sans repos dès que tombait le soir, comme s'il n'eût plus osé vivre et remuer que dans les ténèbres qui font tous les êtres aveugles. On le trouva mort un matin. Ce fut un grand soulagement. L'hiver s'avançait, et Jeanne se sentait envahie par une invincible désespérance. Ce n'était pas une de ces douleurs aiguës qui semblent tordre l'âme, mais une morne et lugubre tristesse. Aucune distraction ne la réveillait. Personne ne s'occupait d'elle. La grande route devant sa porte se déroulait à droite et à gauche, presque toujours vide. De temps en temps, un tilbury passait au trot, conduit par un homme à figure rouge, dont la blouse, gonflée au vent de la course, faisait une sorte de ballon bleu. Parfois c'était une charrette lente, ou bien on voyait venir de loin 2 paysans, l'homme et la femme, tout petits à l'horizon, puis grandissant, puis, quand ils avaient dépassé la maison, rediminuant, devenant gros comme 2 insectes, là-bas, tout au bout de la ligne blanche qui s'allongeait à perte de vue, montant et descendant selon les molles ondulations du sol. Quand l'herbe se remit à pousser, une fillette en jupe courte passait tous les matins devant la barrière, conduisant 2 vaches maigres qui broutaient le long des fossés de la route. Elle revenait le soir de la même allure endormie, faisant un pas toutes les 10 minutes derrière ses bêtes. Jeanne, chaque nuit, rêvait qu'elle habitait encore les peuples. Elle s'y retrouvait comme autrefois, avec père et petite mère, et parfois même avec tante Lison. Elle refaisait des choses oubliées et finies, s'imaginait soutenir madame Adélaïde voyageant dans son allée, et chaque réveil était suivi de larmes. Elle pensait toujours à Paul, se demandant « Que fait-il? Comment est-il maintenant? Songe-t-il à moi quelquefois ?» En se promenant lentement dans les chemins creux entre les fermes, elle roulait dans sa tête toutes ces idées qui la martyrisaient. Mais elle souffrait surtout d'une jalousie inapaisable contre cette femme inconnue qui lui avait ravi son fils. Cette haine seule la retenait, l'empêchait d'agir, d'aller le chercher, de pénétrer chez lui. Il lui semblait voir la maîtresse debout sur la porte et demandant « Que voulez-vous ici, madame ?» Sa fierté de mère se révoltait de la possibilité de cette rencontre, et son orgueil hautain de femme toujours pure, sans défaillance et sans tache, l'exaspérait de plus en plus contre toutes ces lâchetés de l'homme asservi par les sales pratiques de l'amour charnel qui rend lâches les cœurs eux-mêmes. L'humanité lui semblait immonde quand elle songeait à tous les secrets malpropres des sens, aux caresses qui avilissent, à tous les mystères devinés des accouplements indissolubles. Le printemps et l'été passèrent encore. Mais quand l'automne revint avec les longues pluies, le ciel grisâtre, les nuages sombres, une telle lassitude de vivre ainsi la saisit, qu'elle se résolut à tenter un grand effort pour reprendre son poulet. La passion du jeune homme devait être usée à présent. Elle lui écrivit une lettre éplorée. « Mon cher enfant, je viens te supplier de revenir auprès de moi. Songe donc que je suis vieille et malade, toute seule, toute l'année, avec une bonne. J'habite maintenant une petite maison auprès de la route. C'est bien triste. Mais si tu étais là, tout changerait pour moi. Je n'ai que toi au monde, et je ne t'ai pas vu depuis 7 ans. Tu ne sauras jamais comme j'ai été malheureuse, et combien j'avais reposé mon cœur sur toi. Tu étais ma vie,
mon rêve, mon seul espoir, mon seul amour. Et tu me manques, et tu m'as abandonné. Oh, reviens, mon petit poulet, reviens m'embrasser, reviens auprès de ta vieille mère qui te tend des bras désespérés. Jeanne. Il répondit quelques jours plus tard. Ma chère maman, je ne demanderais pas mieux que d'aller te voir, mais je n'ai pas le sou. Envoie-moi quelque argent et je viendrai. J'avais du reste l'intention d'aller te trouver pour te parler d'un projet qui me permettrait de faire ce que tu me demandes. Le désintéressement et l'affection de celle qui a été ma compagne dans les vilains jours que je traverse demeurent sans limite à mon égard. Il n'est pas possible que je reste plus longtemps sans reconnaître publiquement son amour et son dévouement si fidèles. Elle a du reste de très bonnes manières que tu pourras apprécier, et elle est très instruite, elle lit beaucoup. Enfin, tu ne te fais pas l'idée de ce qu'elle a toujours été pour moi. Je serais une brute si je ne lui témoignais pas ma reconnaissance. Je viens donc te demander l'autorisation de l'épouser. Tu me pardonnerais mes escapades, et nous habiterions tous ensemble dans ta nouvelle maison. Si tu la connaissais, tu m'accorderais tout de suite ton consentement. Je t'assure qu'elle est parfaite et très distinguée. Tu l'aimerais, j'en suis certain. Quant à moi, je ne pourrais pas vivre sans elle. J'attends ta réponse avec impatience, ma chère maman, et nous t'embrassons de tout cœur. Ton fils, Vicomte Paul de La Mare. Jeanne fut atterrée. Elle demeurait immobile, la lettre sur les genoux, devinant la ruse de cette fille qui avait sans cesse retenu son fils, qui ne l'avait pas laissé venir une seule fois, attendant son heure, l'heure où la vieille mère désespérée, ne pouvant plus résister au désir d'étreindre son enfant, faiblirait, accorderait tout. Et la grosse douleur de cette préférence obstinée de Paul pour cette créature déchirait son cœur. Elle répétait « Il ne m'aime pas, il ne m'aime pas ». Rosalie entra. Jeanne balbutia « Il veut l'épouser maintenant ». La bonne eut un sursaut. « Oh, madame, vous ne permettrez pas ça. Monsieur Paul ne va pas ramasser cette traînée. » Et Jeanne, accablée, mais révoltée, répondit « Ça, jamais, ma fille. Et puisqu'il ne veut pas venir, je vais aller le trouver, moi, et nous verrons laquelle de nous deux l'emportera. » Et elle écrivit tout de suite à Paul pour annoncer son arrivée, et pour le voir autre part que dans le logis habité par cette gueuse. Puis, en attendant une réponse, elle fit ses préparatifs. Rosalie commença à empiler dans une vieille malle le linge et les effets de sa maîtresse. Mais comme elle pliait une robe, une ancienne robe de campagne, elle s'écria « Vous n'avez seulement rien à vous mettre sur le dos. Je ne vous permettrai pas d'aller comme ça, vous feriez honte à tout le monde, et les dames de Paris vous regarderaient comme une servante. » Jeanne la laissa faire. Et les deux femmes se rendirent ensemble à Goderville pour choisir une étoffe à carreaux verts qui fut confiée à la couturière du bourg. Puis elles entrèrent chez le notaire, maître Roussel, qui faisait chaque année un voyage d'une quinzaine dans la capitale, afin d'obtenir de lui des renseignements, car Jeanne, depuis 28 ans, n'avait pas revu Paris. Il fit des recommandations nombreuses sur la manière d'éviter les voitures, sur les procédés pour n'être pas volée, conseillant de coudre l'argent dans la doublure des vêtements et de ne garder dans la poche que l'indispensable. Il parla longuement des restaurants à prix moyen dont il désigna 2 ou 3 fréquentés par des femmes. Et il indiqua l'hôtel de Normandie où il descendait lui-même, auprès de la gare du chemin de fer. On pourrait s'y présenter de sa part. Depuis 6 ans, ces chemins de fer, dont on parlait partout, fonctionnaient entre Paris et Le Havre. Mais Jeanne, obsédée de chagrin, n'avait pas encore vu ces voitures à vapeur qui révolutionnaient tout le pays. Cependant, Paul ne répondait pas. Elle attendit 8 jours, puis 15 jours, allant chaque matin sur la route au-devant du facteur qu'elle abordait en frémissant. « Vous n'avez rien pour moi, père Malandin ?» Et l'homme répondait toujours de sa voix enrouée par les intempéries des saisons. « Encore rien c'te fois, ma bonne dame. » C'était cette femme, assurément, qui empêchait Paul de répondre.
Jeanne alors résolut de partir tout de suite. Elle voulait prendre Rosalie avec elle, mais la bonne refusa de la suivre pour ne pas augmenter les frais de voyage. Elle ne permit pas d'ailleurs à sa maîtresse d'emporter plus de 300 francs. « S'il vous en faut d'autres, vous m'écrirez donc, et j'irai chez le notaire pour qu'il vous fasse parvenir ça. Si je vous en donne plus, c'est monsieur Paul qui l'empochera. » Et, un matin de décembre, elles montèrent dans la carriole de Denis Lecoq qui vint les chercher pour les conduire à la gare, Rosalie faisant jusque-là la conduite à sa maîtresse. Elles prirent d'abord des renseignements sur le prix des billets. Puis, quand tout fut réglé et la malle enregistrée, elles attendirent devant ces lignes de fer, cherchant à comprendre comment manœuvrer cette chose, si préoccupées de ce mystère qu'elles ne pensaient plus aux tristes raisons du voyage. Enfin, un sifflement lointain leur fit tourner la tête, et elles aperçurent une machine noire qui grandissait. Cela arriva avec un bruit terrible, passa devant elles en traînant une longue chaîne de petites maisons roulantes, et un employé ayant ouvert une porte, Jeanne embrassa Rosalie en pleurant et monta dans une de ces cases. Rosalie, émue, criait « Au revoir, madame, bon voyage, à bientôt !»« Au revoir, ma fille !» Un coup de sifflet partit encore, et tout le chapelet de voitures se remit à rouler, doucement d'abord, puis plus vite, puis avec une rapidité effrayante. Dans le compartiment où se trouvait Jeanne, 2 messieurs dormaient, adossés à 2 coins. Elle regardait passer les campagnes, les arbres, les fermes, les villages, effarée de cette vitesse, se sentant prise dans une vie nouvelle, emportée dans un monde nouveau qui n'était plus le sien, celui de sa tranquille jeunesse et de sa vie monotone. Le soir venait lorsque le train entra dans Paris. Un commissionnaire prit la malle de Jeanne, et elle le suivit effarée, bousculée, inhabile à passer dans la foule remuante, courant presque derrière l'homme dans la crainte de le perdre de vue. Quand elle fut dans le bureau de l'hôtel, elle s'empressa d'annoncer « Je vous suis recommandée par M. Roussel ». La patronne, une énorme femme sérieuse, assise à son bureau, demanda « Qui ça, M. Roussel ?» Jeanne, interdite, reprit « Mais le notaire de Goderville, qui descend chez vous tous les ans. » La grosse dame déclara « C'est possible, je ne le connais pas. Vous voulez une chambre ?»« Oui, madame. » Et un garçon, prenant son bagage, monta l'escalier devant elle. Elle se sentait le cœur serré. Elle s'assit devant une petite table et demanda qu'on lui montât un bouillon avec une aile de poulet. Elle n'avait rien pris depuis l'aurore. Elle mangea tristement à la lueur d'une bougie, songeant à 1000 choses, se rappelant son passage en cette même ville au retour de son voyage de noces, les premiers signes du caractère de Julien apparus lors de ce séjour à Paris. Mais elle était jeune alors, et confiante et vaillante. Maintenant, elle se sentait vieille, embarrassée, craintive même, faible et troublée pour un rien. Quand elle eut fini son repas, elle se mit à la fenêtre et regarda la rue pleine de monde. Elle avait envie de sortir et n'osait point. Elle allait infailliblement se perdre, pensait-elle. Elle se coucha et souffla sa lumière. Mais le bruit, cette sensation d'une ville inconnue et le trouble du voyage la tenaient éveillée. Les heures s'écoulaient, les rumeurs du dehors s'apaisaient peu à peu sans qu'elle pût dormir, énervée par ce demi-repos des grandes villes. Elle était habituée à ce calme et profond sommeil des champs, qui engourdit tout, les hommes, les bêtes et les plantes. Et elle sentait maintenant, autour d'elle, toute une agitation mystérieuse. Des voix presque insaisissables lui parvenaient comme si elles eussent glissé dans les murs de l'hôtel. Parfois un plancher craquait, une porte se fermait, une sonnette tintait. Tout à coup, vers 2 heures du matin, alors qu'elle commençait à s'assoupir, une femme poussa des cris dans une chambre voisine. Jeanne s'assit brusquement dans son lit, puis elle crut entendre un rire d'homme. Alors, à mesure qu'approchait le jour,
la pensée de Paul l'envahit, et elle s'habilla dès que le crépuscule parut. Il habitait rue du Sauvage, dans la cité. Elle voulut s'y rendre à pied pour obéir aux recommandations d'économie de Rosalie. Il faisait beau, l'air froid piquait la chair, des gens pressés couraient sur les trottoirs. Elle allait le plus vite possible, suivant une rue indiquée au bout de laquelle elle devait tourner à droite, puis à gauche. Puis, arrivée sur une place, il lui faudrait s'informer à nouveau. Elle ne trouva pas la place et se renseigna auprès d'un boulanger qui lui donna des indications différentes. Elle repartit, s'égara, erra, suivit d'autres conseils, se perdit tout à fait. Affolée, elle marchait maintenant presque au hasard. Elle allait se décider à appeler un cocher quand elle aperçut la Seine. Alors elle longea les quais. Au bout d'une heure environ, elle entrait dans la rue du Sauvage, une sorte de ruelle toute noire. Elle s'arrêta devant la porte, tellement émue qu'elle ne pouvait plus faire un pas. Il était là, dans cette maison, Poulet. Elle sentait trembler ses genoux et ses mains. Enfin, elle entra, suivit un couloir, vit la case du portier et demanda en tendant une pièce d'argent: « Pourriez-vous monter dire à monsieur Paul de Lamare qu'une vieille dame, une amie de sa mère, l'attend en bas ?» Le portier répondit: « Il n'habite plus ici, madame. » Un grand frisson la parcourut. Elle balbutia: « Ah, où demeure-t-il maintenant ? » « Je ne sais pas. » Elle se sentit étourdie comme si elle allait tomber, et elle demeura quelque temps sans pouvoir parler. Enfin, par un effort violent, elle reprit sa raison et murmura: « Depuis quand est-il parti ?» L'homme la renseigna abondamment. « Voilà 15 jours. Ils sont partis comme ça, un soir, et pas revenus. Ils devaient partout dans le quartier. Aussi vous comprenez bien qu'ils n'ont pas laissé leur adresse. » Jeanne voyait des lueurs, des grands jets de flammes, comme si on lui eût tiré des coups de fusil devant les yeux. Mais une idée fixe la soutenait, la faisait demeurer debout, calme en apparence et réfléchie. Elle voulait savoir et retrouver Poulet. Alors il n'a rien dit en s'en allant? Oh, rien du tout. Ils se sont sauvés pour ne pas payer, voilà. Mais il doit envoyer chercher ses lettres par quelqu'un. Plus souvent que je les donnerai. Et puis, ils n'en recevaient pas 10 par an. Je leur en ai monté une pourtant, 2 jours avant qu'ils s'en aillent. C'était sa lettre, sans doute. Elle dit précipitamment: « Écoutez, je suis sa mère à lui, et je suis venue pour le chercher. Voilà 10 francs pour vous. Si vous savez quelques nouvelles ou quelques renseignements sur lui, apportez-les-moi à l'hôtel de Normandie, rue du Havre, et je vous paierai bien. » Et elle se sauva. Elle se remit à marcher, sans s'inquiéter où elle allait. Elle se hâtait comme pressée par une course importante. Elle filait le long des murs, heurtée par des gens à paquets. Elle traversait les rues sans regarder les voitures venir, injuriée par les cochers. Elle trébuchait aux marches des trottoirs auxquels elle ne prenait point garde. Elle courait devant elle, l'âme perdue. Tout à coup, elle se trouva dans un jardin et elle se sentit si fatiguée qu'elle s'assit sur un banc. Elle y demeura fort longtemps apparemment, pleurant sans s'en apercevoir, car des passants s'arrêtaient pour la regarder. Puis elle sentit qu'elle avait très froid, et elle se leva pour repartir. Ses jambes la portaient à peine, tant elle était accablée et faible. Elle voulait entrer prendre un bouillon dans un restaurant, mais elle n'osait pas pénétrer dans ces établissements, prise d'une espèce de honte, d'une peur, d'une sorte de pudeur de son chagrin qu'elle sentait visible. Elle s'arrêtait une seconde devant la porte, regardait au-dedans, voyait tous ces gens attablés et mangeant, et s'enfuyait intimidée, se disant: « J'entrerai dans le prochain », et elle ne pénétrait pas davantage dans le suivant. À la fin, elle acheta chez un boulanger un petit pain en forme de lune, et elle se mit à le croquer tout en marchant. Elle avait grand soif, mais elle ne savait où aller boire, et elle s'en passa. Elle franchit une voûte et se trouva dans un autre jardin entouré d'arcades. Elle reconnut alors le Palais-Royal. Comme le soleil et la marche l'avaient un peu réchauffée,
elle s'assit encore 1 heure ou 2. Une foule entrait, une foule élégante qui causait, souriait, saluait, cette foule heureuse dont les femmes sont belles et les hommes riches, qui ne vit que pour la parure et les joies. Jeanne, effarée d'être au milieu de cette cohue brillante, se leva pour s'enfuir. Mais, soudain, la pensée lui vint qu'elle pourrait rencontrer Paul en ce lieu, et elle se mit à errer en épiant les visages, allant et venant sans cesse d'un bout à l'autre du jardin, de son pas humble et rapide. Des gens se retournaient pour la regarder, d'autres riaient et se la montraient. Elle s'en aperçut et se sauva, pensant que, sans doute, on s'amusait de sa tournure et de sa robe à carreaux verts choisie par Rosalie et exécutée sur ses indications par la couturière de Goderville. Elle n'osait même plus demander sa route aux passants. Elle s'y hasarda pourtant et finit par retrouver son hôtel. Elle passa le reste du jour sur une chaise, au pied de son lit, sans remuer. Puis elle dîna, comme la veille, d'un potage et d'un peu de viande. Puis elle se coucha, accomplissant chaque acte machinalement par habitude. Le lendemain, elle se rendit à la préfecture de police pour qu'on lui retrouvât son enfant. On ne put rien lui promettre. On s'en occuperait cependant. Alors elle vagabonda par les rues, espérant toujours le rencontrer, et elle se sentait plus seule dans cette foule agitée, plus perdue, plus misérable qu'au milieu des champs déserts. Quand elle rentra, le soir, à l'hôtel, on lui dit qu'un homme l'avait demandé de la part de M. Paul, et qu'il reviendrait le lendemain. Un flot de sang lui jaillit au cœur, et elle ne ferma pas l'œil de la nuit. Si c'était lui! Oui, c'était lui, assurément, bien qu'elle ne l'eût pas reconnu aux détails qu'on lui avait donnés. Vers 9 heures du matin, on heurta sa porte. Elle cria « Entrez !» prête à s'élancer, les bras ouverts. Un inconnu se présenta, et, pendant qu'il s'excusait de l'avoir dérangée et qu'il expliquait son affaire, une dette de Paul qu'il venait réclamer, elle se sentait pleurer sans vouloir le laisser paraître, en levant les larmes du bout du doigt à mesure qu'elles glissaient au coin des yeux. Il avait appris sa venue par le concierge de la rue du Sauvage, et, comme il ne pouvait retrouver le jeune homme, il s'adressait à la mère, et il tendait un papier qu'elle prit sans songer à rien. Elle lut un chiffre, 90 francs, tira son argent et paya. Elle ne sortit pas ce jour-là. Le lendemain, d'autres créanciers se présentèrent. Elle donna tout ce qui lui restait, ne réservant qu'1 vingtaine de francs, et elle écrivit à Rosalie pour lui dire sa situation. Elle passait ses jours à errer, attendant la réponse de sa bonne, ne sachant que faire, où tuer les heures lugubres, les heures interminables, n'ayant personne à qui dire un mot tendre, personne qui connût sa misère. Elle allait au hasard, harcelée à présent par un besoin de partir, de retourner là-bas, dans sa petite maison sur le bord de la route solitaire. Elle n'y pouvait plus vivre quelques jours auparavant, tant la tristesse l'accablait. Et maintenant, elle sentait bien qu'elle ne saurait plus, au contraire, vivre que là où ses mornes habitudes s'étaient enracinées. Enfin, un soir, elle trouva une lettre et 200 francs. Rosalie disait « Madame Jeanne, revenez bien vite, car je ne vous enverrai plus rien. Quant à Monsieur Paul, c'est moi qui irai le chercher quand nous aurons de ses nouvelles. Je vous salue. Votre servante, Rosalie. » Et Jeanne repartit pour Batteville un matin qu'il neigeait et qu'il faisait grand froid. Fin de la section 13. Section 14 de Une vie par Guy de Maupassant. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Jehanne. Chapitre 14. Alors elle ne sortit plus, elle ne remua plus. Elle se levait chaque matin à la même heure, regardait le temps par sa fenêtre, puis descendait s'asseoir devant le feu dans la salle. Elle restait là des jours entiers, immobile, les yeux plantés sur la flamme, laissant aller à l'aventure ses lamentables pensées et suivant le triste défilé de ses misères. Les ténèbres, peu à peu, envahissaient la petite pièce sans qu'elle eût fait d'autre mouvement que pour remettre du bois au feu.
Rosalie alors apportait la lampe et s'écriait: allons, madame Jeanne, il faut vous secouer, ou bien vous n'aurez pas encore faim ce soir. Elle était souvent poursuivie d'idées fixes qui l'obsédaient, et torturée par des préoccupations insignifiantes, les moindres choses, dans sa tête malade, prenant une importance extrême. Elle revivait surtout dans le passé, dans le vieux passé, hantée par les premiers temps de sa vie et par son voyage de noces, là-bas, en Corse. Des paysages de cette île, oubliés depuis longtemps, surgissaient soudain devant elle dans les tisons de sa cheminée, et elle se rappelait tous les détails, tous les petits faits, toutes les figures rencontrées là-bas. La tête du guide Jean Ravoli la poursuivait, et elle croyait parfois entendre sa voix. Puis elle songeait aux douces années de l'enfance de Paul, alors qu'il lui faisait repiquer des salades, et qu'elle s'agenouillait dans la terre grasse à côté de tante Lison, rivalisant de soins toutes les deux pour plaire à l'enfant, luttant à celle qui ferait reprendre les jeunes plantes avec le plus d'adresse et obtiendrait le plus d'élèves. Et tout bas, ses lèvres murmuraient: poulet, mon petit poulet, comme si elle lui eût parlé. Et, sa rêverie s'arrêtant sur ce mot, elle essayait parfois pendant des heures d'écrire dans le vide, de son doigt tendu, les lettres qui le composaient. Elle les traçait lentement devant le feu, s'imaginant les voir, puis, croyant s'être trompée, elle recommençait le P d'un bras tremblant de fatigue, s'efforçant de dessiner le nom jusqu'au bout. Puis, quand elle avait fini, elle recommençait. À la fin, elle ne pouvait plus, mêlait tout, modelait d'autres mots, s'énervant jusqu'à la folie. Toutes les manies des solitaires la possédaient. La moindre chose changée de place l'irritait. Rosalie souvent la forçait à marcher, l'emmenait sur la route. Mais Jeanne, au bout de 20 minutes, déclarait: je n'en puis plus, ma fille, et elle s'asseyait au bord du fossé. Bientôt tout mouvement lui fut odieux, et elle restait au lit le plus tard possible. Depuis son enfance, une seule habitude lui était demeurée invariablement tenace, celle de se lever tout d'un coup, aussitôt après avoir bu son café au lait. Elle tenait d'ailleurs à ce mélange d'une façon exagérée, et la privation lui en aurait été plus sensible que celle de n'importe quoi. Elle attendait chaque matin l'arrivée de Rosalie avec une impatience un peu sensuelle, et, dès que la tasse pleine était posée sur la table de nuit, elle se mettait sur son séant et la vidait vivement d'une manière un peu goulue. Puis, rejetant ses draps, elle commençait à se vêtir. Mais, peu à peu, elle s'habitua à rêvasser quelques secondes après avoir reposé le bol dans son assiette. Puis elle s'étendit de nouveau dans le lit. Puis elle prolongea, de jour en jour, cette paresse, jusqu'au moment où Rosalie revenait, furieuse, et l'habillait presque de force. Elle n'avait plus, d'ailleurs, une apparence de volonté, et, chaque fois que sa servante lui demandait un conseil, lui posait une question, s'informait de son avis, elle répondait: fais comme tu voudras, ma fille. Elle se croyait si directement poursuivie par une malchance obstinée contre elle qu'elle devenait fataliste, comme un oriental, et l'habitude de voir s'évanouir ses rêves et s'écrouler ses espoirs faisait qu'elle n'osait plus rien entreprendre, et qu'elle hésitait des journées entières avant d'accomplir la chose la plus simple, persuadée qu'elle s'engageait toujours dans la mauvaise voie, et que cela tournerait mal. Elle répétait à tout moment: c'est moi qui n'ai pas eu de chance dans la vie. Alors Rosalie s'écriait: qu'est-ce que vous diriez donc s'il vous fallait travailler pour avoir du pain, si vous étiez obligé de vous lever tous les jours à 6 heures du matin pour aller en journée? Il y en a bien qui sont obligés de faire ça pourtant, et, quand elles deviennent trop vieilles, elles meurent de misère. Jeanne répondait: songe donc que je suis toute seule, que mon fils m'a abandonnée. Et Rosalie alors se fâchait furieusement: en voilà une affaire! Eh bien, et les enfants qui sont au service militaire, et ceux qui vont s'établir en Amérique? L'Amérique représentait pour elle un pays vague, où l'on va faire fortune, et dont on ne revient jamais.
Elle continuait. Il y a toujours un moment où il faut se séparer, parce que les vieux et les jeunes ne sont pas faits pour rester ensemble. Et elle concluait, d'un ton féroce. Eh bien, qu'est-ce que vous diriez s'il était mort? Et Jeanne, alors, ne répondait plus rien. Un peu de force lui revint quand l'air s'amollit aux premiers jours du printemps, mais elle n'employait ce retour d'activité qu'à se jeter de plus en plus dans ses pensées sombres. Comme elle était montée au grenier un matin pour chercher quelque objet, elle ouvrit par hasard une caisse pleine de vieux calendriers. On les avait conservés selon la coutume de certaines gens de campagne. Il lui sembla qu'elle retrouvait les années elles-mêmes de son passé, et elle demeura saisie d'une étrange et confuse émotion devant ce tas de cartons carrés. Elle les prit et les emporta dans la salle en bas. Il y en avait de toutes les tailles, des grands et des petits, et elle se mit à les ranger par année sur la table. Soudain elle retrouva le premier, celui qu'elle avait apporté au peuple. Elle le contempla longtemps, avec les jours biffés par elle le matin de son départ de Rouen, le lendemain de sa sortie du couvent. Et elle pleura des larmes mornes et lentes, de pauvres larmes de vieille, en face de sa vie misérable, étalée devant elle sur cette table. Et une idée la saisit, qui fut bientôt une obsession terrible, incessante, acharnée. Elle voulait retrouver presque jour par jour ce qu'elle avait fait. Elle piqua contre les murs, sur la tapisserie, l'un après l'autre, ces cartons jaunis, et elle passait des heures en face de l'un ou de l'autre, se demandant « Que m'est-il arrivé ce mois-là » Elle avait marqué de traits les dates mémorables de son histoire, et elle parvenait parfois à retrouver un mois entier, reconstituant un à un, groupant, rattachant l'un à l'autre tous les petits faits qui avaient précédé ou suivi un événement important. Elle réussit, à force d'attention obstinée, d'efforts de mémoire, de volonté concentrée, à rétablir presque entièrement ses 2 premières années au peuple, les souvenirs lointains de sa vie lui revenant avec une facilité singulière et une sorte de relief. Mais les années suivantes lui semblaient se perdre dans un brouillard, se mêler, enjamber l'une sur l'autre, et elle demeurait parfois un temps infini la tête penchée vers un calendrier, l'esprit tendu sur l'autrefois, sans parvenir même à se rappeler si c'était dans ce carton-là que tel souvenir pouvait être retrouvé. Elle allait de l'un à l'autre autour de la salle qu'entouraient, comme les gravures d'un chemin de la croix, ces tableaux des jours finis. Brusquement elle arrêtait sa chaise devant l'un d'eux et restait jusqu'à la nuit immobile à le regarder, enfoncée en ses recherches. Puis tout à coup, quand toutes les sèves se réveillèrent sous la chaleur du soleil, quand les récoltes se mirent à pousser par les champs, les arbres à verdir, quand les pommiers dans les cours s'épanouirent comme des boules roses et parfumèrent la plaine, une grande agitation la saisit. Elle ne tenait plus en place. Elle allait et venait, sortait et rentrait 20 fois par jour, et vagabondait parfois au loin le long des fermes, s'exaltant dans une sorte de fièvre de regret. La vue d'une marguerite blottie dans une touffe d'herbe, d'un rayon de soleil glissant entre les feuilles, d'une flaque d'eau dans une ornière où se mirait le bleu du ciel, la remuait, l'attendrissait, la bouleversait en lui redonnant des sensations lointaines, comme l'écho de ses émotions de jeune fille quand elle rêvait par la campagne. Elle avait frémi des mêmes secousses, savouré cette douceur et cette griserie troublante des jours tièdes quand elle attendait l'avenir. Elle retrouvait tout cela maintenant que l'avenir était clos. Elle en jouissait encore dans son cœur, mais elle en souffrait en même temps, comme si la joie éternelle du monde réveillé en pénétrant sa peau séchée, son sang refroidi, son âme accablée, n'y pouvait plus jeter qu'un charme affaibli et douloureux. Il lui semblait aussi que quelque chose était un peu changé partout autour d'elle. Le soleil devait être un peu moins chaud que dans sa jeunesse, le ciel un peu moins bleu, l'herbe
un peu moins vertes, et les fleurs, plus pâles et moins odorantes, n'enivraient plus tout à fait autant. Dans certains jours, cependant, un tel bien-être de vie la pénétrait qu'elle se reprenait à rêvasser, à espérer, à attendre, car peut-on, malgré la rigueur acharnée du sort, ne pas espérer toujours quand il fait beau? Elle allait devant elle, pendant des heures et des heures, comme fouettée par l'excitation de son âme, et parfois elle s'arrêtait tout à coup et s'asseyait au bord de la route pour réfléchir à des choses tristes. Pourquoi n'avait-elle pas été aimée comme d'autres? Pourquoi n'avait-elle pas même connu les simples bonheurs d'une existence calme? Et parfois encore, elle oubliait un moment qu'elle était vieille, qu'il n'y avait plus rien devant elle, hors quelques ans lugubres et solitaires, que toute sa route était parcourue. Et elle bâtissait, comme jadis, à 16 ans, des projets doux à son cœur. Elle combinait des bouts d'avenir charmants. Puis la dure sensation du réel tombait sur elle. Elle se relevait, courbaturée, comme sous la chute d'un poids qui lui aurait cassé les reins, et elle reprenait plus lentement le chemin de sa demeure en murmurant « Oh, vieille folle, vieille folle !» Rosalie maintenant lui répétait à tout moment: mais restez donc tranquille, madame, qu'est-ce que vous avez à vous émouver comme ça? Et Jeanne répondait tristement: que veux-tu? Je suis comme Massacre au dernier jour. La bonne, un matin, entra plus tôt dans sa chambre, et déposant sur sa table de nuit le bol de café au lait: allons, buvez vite, Denis est devant la porte qui nous attend. Nous allons au peuple parce que j'ai affaire là-bas. Jeanne crut qu'elle allait s'évanouir tant elle se sentit émue, et elle s'habilla en tremblant d'émotion, effarée et défaillante à la pensée de revoir sa chère maison. Un ciel radieux s'étalait sur le monde, et le bidet, pris de gaieté, faisait parfois un temps de galop. Quand on entra dans la commune d'Étouvent, Jeanne sentit qu'elle respirait avec peine, tant sa poitrine palpitait. Et quand elle aperçut les piliers de briques de la barrière, elle le dit à voix basse 2 ou 3 fois, et malgré elle: oh, 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 comme devant les choses qui révolutionnent le cœur. On détela la carriole chez les Couillard. Puis, pendant que Rosalie et son fils allaient à leurs affaires, les fermiers offrirent à Jeanne de faire un tour au château, les maîtres étant absents, et on lui donna les clefs. Elle partit seule, et, lorsqu'elle fut devant le vieux manoir du côté de la mer, elle s'arrêta pour le regarder. Rien n'était changé au dehors. Le vaste bâtiment grisâtre avait ce jour-là, sur ses murs ternis, des sourires de soleil. Tous les contrevents étaient clos. Un petit morceau d'une branche morte tomba sur sa robe. Elle leva les yeux. Il venait du platane. Elle s'approcha du gros arbre à la peau lisse et pâle et le caressa de la main, comme une bête. Son pied heurta, dans l'herbe, un morceau de bois pourri. C'était le dernier fragment du banc où elle s'était assise si souvent, avec tous les siens, du banc qu'on avait posé le jour même de la première visite de Julien. Alors elle gagna la double porte du vestibule et eut grand-peine à l'ouvrir, la lourde clef rouillée refusant de tourner. La serrure, enfin, céda avec un dur grincement des ressorts, et le battant, un peu résistant lui-même, s'enfonça sous une poussée. Jeanne, tout de suite, et presque courant, monta jusqu'à sa chambre. Elle ne la reconnut pas, tapissée d'un papier clair. Mais, ayant ouvert une fenêtre, elle demeura remuée jusqu'au fond de sa chair, devant tout cet horizon tant aimé, le bosquet, les ormes, la lande, et la mer semée de voiles brunes qui semblaient immobiles au loin. Alors elle se mit à rôder par la grande demeure vide. Elle regardait, sur les murailles, des taches familières à ses yeux. Elle s'arrêta devant un petit trou creusé dans le plâtre par le baron qui s'amusait souvent, en souvenir de son jeune temps,
à faire des armes avec sa canne contre la cloison quand il passait devant cet endroit. Dans la chambre de petite mère, elle retrouva, piquée derrière une porte, dans un coin sombre auprès du lit, une fine épingle à tête d'or qu'elle avait enfoncée là autrefois. Elle se le rappelait maintenant, et qu'elle avait, depuis, cherché pendant des années. Personne ne l'avait trouvée. Elle la prit comme une inappréciable relique, et la baisa. Elle allait partout, cherchait, reconnaissait des traces presque invisibles dans les tentures des chambres qu'on n'avait point changées, revoyait ces figures bizarres que l'imagination prête souvent au dessin des étoffes, des marbres, aux ombres des plafonds salis par le temps. Elle marchait à pas muets, toute seule dans l'immense château silencieux, comme à travers un cimetière. Toute sa vie gisait là-dedans. Elle descendit au salon. Il était sombre derrière ses volets fermés, et elle fut quelque temps avant d'y rien distinguer. Puis, son regard s'habituant à l'obscurité, elle reconnut peu à peu les hautes tapisseries où se promenaient des oiseaux. 2 fauteuils étaient restés devant la cheminée, comme si on venait de les quitter. Et l'odeur même de la pièce, une odeur qu'elle avait toujours gardée, comme les êtres ont la leur, une odeur vague, bien reconnaissable cependant, douce senteur indécise des vieux appartements, pénétrait Jeanne, l'enveloppait de souvenirs, grisait sa mémoire. Elle restait haletante, aspirant cette haleine du passé et les yeux fixés sur les 2 sièges. Et soudain, dans une brusque hallucination qu'enfanta son idée fixe, elle crut voir, elle vit, comme elle les avait vus si souvent, son père et sa mère chauffant leurs pieds au feu. Elle recula, épouvantée, heurta du dos le bord de la porte, s'y soutint pour ne pas tomber, les yeux toujours tendus sur les fauteuils. La vision avait disparu. Elle demeura éperdue pendant quelques minutes, puis elle reprit lentement la possession d'elle-même et voulut s'enfuir, ayant peur d'être folle. Son regard tomba par hasard sur le lambris auquel elle s'appuyait, et elle aperçut l'échelle de poulet. Toutes les légères marques grimpaient sur la peinture à des intervalles inégaux, et des chiffres tracés au canif indiquaient les âges, les mois et la croissance de son fils. Tantôt c'était l'écriture du baron, plus grande, tantôt la sienne, plus petite, tantôt celle de tante Lison, un peu tremblée. Et il lui sembla que l'enfant d'autrefois était là, devant elle, avec ses cheveux blonds, collant son petit front contre le mur pour qu'on mesurât sa taille. Le baron criait « Jeanne, il a grandi d'1 centimètre depuis 6 semaines !» Elle se mit à baiser le lambris avec une frénésie d'amour. Mais on l'appelait au dehors. C'était la voix de Rosalie. « Madame Jeanne, on vous attend pour déjeuner !» Elle sortit, perdant la tête, et elle ne comprenait plus rien de ce qu'on lui disait. Elle mangea des choses qu'on lui servit, écouta parler sans savoir de quoi, causa sans doute avec les fermiers qui s'informaient de sa santé, se laissa embrasser, embrassa elle-même des joues qu'on lui tendait, et elle remonta dans la voiture. Quand elle perdit de vue, à travers les arbres, la haute toiture du château, elle eut dans la poitrine un déchirement horrible. Elle sentait en son cœur qu'elle venait de dire adieu pour toujours à sa maison. On s'en revint à Batteville. Au moment où elle allait rentrer dans sa nouvelle demeure, elle aperçut quelque chose de blanc sous la porte. C'était une lettre que le facteur avait glissée là en son absence. Elle reconnut aussitôt qu'elle venait de Paul, et l'ouvrit, tremblant d'angoisse. Il disait « Ma chère maman, je ne t'ai pas écrit plus tôt parce que je ne voulais pas te faire à Paris un voyage inutile, devant moi-même aller te voir incessamment. Je suis, à l'heure présente, sous le coup d'un grand malheur et dans une grande difficulté. Ma femme est mourante, après avoir accouché d'une petite fille, voici 3 jours, et je n'ai pas le sou.
Je ne sais que faire de l'enfant que ma concierge élève au biberon, comme elle peut, mais j'ai peur de la perdre. Ne pourrais-tu t'en charger? Je ne sais absolument que faire, et je n'ai pas d'argent pour la mettre en nourrice. Réponds poste pour poste. Ton fils qui t'aime. Paul. Jeanne s'affaissa sur une chaise, ayant à peine la force d'appeler Rosalie. Quand la bonne fut là, elles relurent la lettre ensemble, puis demeurèrent silencieuses, l'une en face de l'autre, longtemps. Rosalie, enfin, parla. « Je vas aller la chercher, la petite, moi, madame. On ne peut pas la laisser comme ça. » Jeanne répondit « Va, ma fille. » Elles se turent encore, puis la bonne reprit. « Mettez votre chapeau, madame. Et puis allons à Goderville, chez le notaire. Si l'autre va mourir, faut que monsieur Paul l'épouse, pour la petite, plus tard. » Et Jeanne, sans répondre un mot, mit son chapeau. Une joie profonde et inavouable inondait son cœur, une joie perfide qu'elle voulait cacher à tout prix, une de ces joies abominables dont on rougit, mais dont on jouit ardemment dans le secret mystérieux de l'âme. La maîtresse de son fils allait mourir. Le notaire donna à la bonne des indications détaillées qu'elle se fit répéter plusieurs fois, puis, sûre de ne pas commettre d'erreur, elle déclara « Ne craignez rien, je m'en charge maintenant. » Elle partit pour Paris la nuit même. Jeanne passa 2 jours dans un trouble de pensée qui la rendait incapable de réfléchir à rien. Le 3e matin, elle reçut un seul mot de Rosalie annonçant son retour par le train du soir. Rien de plus. Vers 3 heures, elle fit atteler la carriole d'un voisin qui la conduisit à la gare de Beuzeville pour attendre sa servante. Elle restait debout sur le quai, l'œil tendu sur la ligne droite des rails qui fuyaient en se rapprochant là-bas, au bout de l'horizon. De temps en temps, elle regardait l'horloge. Encore 10 minutes, encore 5 minutes, encore 2 minutes. Voici l'heure. Rien n'apparaissait sur la voie lointaine. Puis tout à coup, elle aperçut une tache blanche, une fumée, puis au-dessous un point noir qui grandit, accourant à toute vitesse. La grosse machine, enfin, ralentissant sa marche, passa, en ronflant, devant Jeanne, qui guettait avidement les portières. Plusieurs s'ouvrirent, des gens descendaient, des paysans en blouse, des fermières avec des paniers, des petits bourgeois en chapeau mou. Enfin elle aperçut Rosalie, qui portait en ses bras une sorte de paquet de linge. Elle voulut aller vers elle, mais elle craignait de tomber, tant ses jambes étaient devenues molles. Sa bonne, l'ayant vue, la rejoignit avec son air calme ordinaire, et elle dit « Bonjour, madame, me v'là revenue, c'est pas sans peine. » Jeanne balbutia « Eh bien ?» Rosalie répondit « Eh bien, elle est morte, c'te nuit. Ils sont mariés, v'là la petite. » Et elle tendit l'enfant, qu'on ne voyait point dans ses linges. Jeanne la reçut machinalement, et elles sortirent de la gare, puis montèrent dans la voiture. Rosalie reprit « Monsieur Paul viendra dès l'enterrement fini. Demain à la même heure, faut croire. » Jeanne murmura « Paul » et n'ajouta rien. Le soleil baissait vers l'horizon, inondant de clarté les plaines verdoyantes, tachées de place en place par l'or des colzas en fleurs et par le sang des coquelicots. Une quiétude infinie planait sur la terre tranquille où germaient les sèves. La carriole allait grand train, le paysan claquant de la langue pour exciter son cheval. Et Jeanne regardait droit devant elle, en l'air, dans le ciel que coupait, comme des fusées, le vol cintré des hirondelles. Et soudain, une tiédeur douce, une chaleur de vie, traversant ses robes, gagna ses jambes, pénétra sa chair. C'était la chaleur du petit être qui dormait sur ses genoux. Alors, une émotion infinie l'envahit. Elle découvrit brusquement la figure de l'enfant qu'elle n'avait pas encore vue, la fille de son fils.
et comme la frêle créature, frappée par la lumière vive, ouvrait ses yeux bleus en remuant la bouche, Jeanne se mit à l'embrasser furieusement, la soulevant dans ses bras, la criblant de baisers. Mais Rosalie, contente et bourrue, l'arrêta. Voyons, voyons, madame Jeanne, finissez, vous allez la faire crier. Puis elle ajouta, répondant sans doute à sa propre pensée, la vie, voyez-vous, ça n'est jamais si bon ni si mauvais qu'on croit. Fin de la section 14. Fin de Une vie par Guy de Maupassant.